Bienvenue dans ce nouvel épisode des Apéros Partage, le rendez-vous qui vous invite à plonger dans des conversations enrichissantes autour d'un verre. Je m'appelle Alexandra et je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau moment convivial où les idées se mêlent et les horizons s'élargissent. Imaginez-vous confortablement installé dans un fauteuil, un verre à la main, prêt à embarquer pour un voyage intellectuel et émotionnel en compagnie d'Orlan et Eric, fondateurs de l'École de Soi, une association qui a pour but de partager les expériences et compréhensions de vie de chacun. Bonjour Orlan, bonjour Eric. Bonjour Alexandra. Bonjour Alexandra. Bienvenue. Donc aujourd'hui, nous allons parler des traumas. Alors, je commence par l'éternelle citation. Vas-y, on s'accroche. Ok. Alors, c'est une citation de Bessel van der Kolk, psychiatre spécialisé en stress post-traumatique. Être traumatisé, c'est continuer à organiser sa vie comme si le traumatisme était toujours là, inchangé et immuable. Chaque nouvelle rencontre, tout nouvel événement est contaminé par le passé. C'est pas faux. Elle est bien cette citation. Ah. Je sais pas qui c'est, Van der, je sais pas quoi. C'est un psychiatre. Ouais, écoute. Bien le bonjour. Van der Boer, truc. Si tu nous écoutes. Ouais, c'est très très juste. On va partir de là d'ailleurs. Ouais. Tu peux juste la relire, juste au moins le début. Alors, être traumatisé, c'est continuer à organiser sa vie comme si le traumatisme était toujours là, inchangé et immuable. Alors moi, je vais faire cette première partie et si tu veux, tu feras la suite. Inchangé et immuable, oui, c'est exactement ça. Et ça renvoie à la notion de temps. C'est-à-dire que, si je le traduis dans mon langage à moi, le trauma est toujours présent, il n'a pas de passé. C'est-à-dire que la petite fille de 4 ans qui a vécu un trauma, qui s'est pris une claque et qui s'en souvient encore aujourd'hui, ça devient un trauma, un traumatisme. Et pour elle, elle a créé des lignes de code qui vont faire que cette même petite fille reviendra à chaque fois qu'elle vivra l'événement qui ressemblera à ça dans le moment présent. Ok. Donc, oui, c'est ça. C'est vraiment la notion de ça. On se trimballe avec, à peu près. Et c'est l'inverse de la citation on avance et on laisse tout sous le tapis. Le tapis nous suit, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, tu es le tapis et la poussière dessous, tu es aussi cette poussière. Ok. Merci pour l'image. Et du coup, la deuxième... c'est chaque nouvelle rencontre, tout nouvel événement est contaminé par le passé. Ouais, forcément, ça reprend un peu ce que tu disais, Orlan, de toute façon. Merci. Mais effectivement, tant qu'un trauma n'est pas libéré, accueilli, guéri, parce que ça se guérit, il va nous priver de ressources et il va faire qu'on ne peut pas réagir autrement que ce qu'impose l'histoire du trauma. Si j'ai pris une claque à 4 ans, lors de mon anniversaire par exemple, à chaque anniversaire, il y a mon système qui va se mettre en mode survie et qui va être très vigilant là-dessus. Donc si la raison de la claque c'était que j'étais trop bruyant, plus jamais je ne serai bruyant. Donc je ne sais même pas pourquoi consciemment, mais je vais toujours faire en sorte d'être discret, silencieux. J'aurais plus droit à m'exprimer follement et à remercier tout le monde en criant partout de mon cadeau parce que, du coup, mon système a enregistré, sous forme de trauma, c'est ça un trauma, expression verbale, bruit, trop d'explosion de joie, égale claque. Ok. Donc égale non-amour. Donc mon système m'interdit de fonctionner comme ça. Ok. Mais du coup, est-ce qu'on peut revenir vraiment sur qu'est-ce qu'un trauma, qu'est-ce que ça fait dans le corps, qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut qualifier de trauma? Tu veux y aller? Non, vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce que ça fait ou qu'est-ce que c'est? On va le prendre du point de vue de la symbolique de l'énergétique. La symbolique, c'est un trauma, c'est une expérience de vie
qui a généré une émotion. Et cette émotion a été refoulée. On n'a pas pris le temps parce qu'on n'a pas les ressources ou parce qu'on ne nous a pas appris à le faire ou tout simplement parce qu'on ne sait pas que c'est possible. Cette émotion est refoulée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas accueillie. Accueillir une émotion, c'est la ressentir dans le corps. Ça prend pas longtemps, mais on nous a plutôt appris à les refouler, ces émotions, qu'à les accueillir. Donc à chaque fois que je vis une émotion un peu intense, le plus souvent inconfortable, peur, tristesse, colère et toutes les variantes, si je ne prends pas le temps de les accueillir, je fais comme si tout allait bien, ça crée en fait, cette charge émotionnelle va se figer, se bloquer dans mon corps. Énergétiquement, ça va faire une stase énergétique, un blocage, qui va aller symboliquement se cristalliser dans le corps, dans la zone symbolique qui correspond. Hein. Si je prends un exemple, c'est symbolique. Après, comment ça marche vraiment, qui le sait, j'en sais rien. Mais en tout cas, on prend cette symbolique pour s'entendre. Par exemple, j'ai une charge émotionnelle tristesse. On va dire que symboliquement, elle va se loger dans la zone des poumons. La colère, c'est le foie, etc., etc. Mais bon, donc en fait, la charge émotionnelle, qui est de l'énergie en fait, en mouvement, quand elle est saine, elle reste en mouvement. Quand je refuse de la ressentir, elle se bloque. En fait, mon refus de mon expérience sensorielle crée un blocage. Donc ça se fige en stase énergétique, elle se bloque dans mon corps. Et tant qu'elle est là, elle va demander à mon système de surréagir à chaque événement qui ressemble de près ou de loin à ce qui a causé cette charge émotionnelle. Donc ça crée des blocages énergétiques dans le corps qui peuvent être libérés, dissous, guéris 1 minute après, comme 50 ans après. Il n'y a pas de notion de temps, puisque dans le corps énergétique, le temps ne fonctionne pas pareil. Mais du coup, un trauma, c'est pas forcément quelque chose d'énorme. Non. Il y a, comme il disait, ça dépend des ressources que l'on a. Tout ce qui nous entoure, nous, avec nous-mêmes dans notre unicité. C'est-à-dire que je peux vivre la même chose que ma sœur. Je ne sais pas, je vois mes parents se disputer. Ma sœur peut le prendre en case ressources. C'est-à-dire, quand ils se disputent, du coup, c'est génial, dans cette famille, on a le droit d'exprimer nos émotions. Et ça peut faire ça pour elle. Et puis pour moi, ça peut faire traumatisant. Le conflit, c'est pas bien. Ok. Donc, ce qui va être trauma, c'est quand je vais voir cette scène et que sensoriellement, je vais la cristalliser, c'est-à-dire je vais la bloquer, parce que je me refuse de ressentir ma colère, ma peur ou ma tristesse. Donc, on peut vivre les mêmes scènes avec plein de personnes différentes qui vont tous le vivre de façon complètement différente. Ouais. Ok. Et peut-être que ta question, c'était une échelle d'intensité ? Aussi. Donc, il n'y a pas d'échelle d'intensité. Un mot maladroit du papa ou de la maman va créer la même stase énergétique, le même blocage, en fait, qu'une scène ultra-violente de guerre. En fait, le système fonctionne en on-off. Soit il y a trauma, soit il n'y a pas trauma. S'il n'y a pas trauma, il y a ressources. En fait, c'est une expérience de plus qui m'apprend à mieux lire le monde et à m'enrichir. Si je refuse mon expérience, ça devient un trauma. Et donc, ça impose des surréactions et des nouvelles lignes de code qui me privent, à chaque ligne de code de plus, c'est-à-dire des petites croyances, ça me prive d'autant plus de liberté. Mais un mot de travers peut avoir le même impact qu'une scène de violence sous les yeux d'un enfant, quoi. Vous avez un exemple concret peut-être pour... Moi, je l'ai avec, suite à beaucoup de rencontres avec l'abus. C'est-à-dire que très souvent, ça va chercher en psychogénéalogie, ça ne m'appartient pas, mais d'où ça vient, etc. etc. Et il aura suffi
que dans la rue ou le regard d'un grand-père, d'un père, qu'importe, hein, qui a duré 1 seconde pour que ça me crée un trauma. Donc, une sensation d'abus, en fait. Une sensation d'abus. Une ambiance, ça peut être... Bien sûr. Ouais. Et ça peut durer vraiment 1 seconde. Que mon système le prenne comme ça parce qu'il a eu peur, et que ça ait duré 1 seconde et avec n'importe qui, qu'importe. Mais le corps vit de l'intensité. Alors, ma voisine, ça va rien lui faire, ce regard, par exemple. Et moi, ça va me traumatiser. C'est-à-dire que ça va générer beaucoup de peur, que je cristallise et je garde ça. Donc, ça, c'est l'exemple le plus flagrant parce que très souvent, moi, j'ai eu beaucoup, mais je ne comprends pas. Je ne sais pas d'où vient cet abus. Je ne me souviens pas. Mais il suffit d'une fois. Ok. Et d'un regard. Et d'un regard. Ouais. Et l'intensité, c'est le mental qui ajoute cette idée d'intensité. Des choses plus graves que d'autres, en fait. C'est les étiquettes qu'on a apprises. Ça, c'est acceptable. L'inconscient collectif. Ça, c'est inacceptable. Mais le corps émotionnel ne fonctionne pas du tout pareil. Le regard abusif d'un homme sur une femme peut être pris à la même mesure qu'un abus physique pour de vrai. Ouais. Mais le mental, l'étiquette, ça, c'est acceptable. Alors que non, hein, ça n'allait pas. Et donc, c'est toute l'histoire du mental. C'est le mental qui rajoute tous ces trucs d'intensité, de « oui, mais tu vas pas te plaindre, il y a pire. Oui, mais ça, c'est pas grave. » Grave ou pas grave, c'est une histoire. Mais quand même, par-dessus. il t'a pas touché. Voilà. Ouais. Mais c'est surtout, finalement, comment tu l'as vécu. On peut que respecter le comment la personne l'a vécu. C'est la seule vérité, en fait. D'accord. Ok, donc là, vous avez parlé des cristallisations dans le corps, des lignes de code. Empreinte aussi, on appelle ça. Empreinte. Aussi. Est-ce qu'il y a d'autres impacts et conséquences à un trauma sur notre vie, notre corps, notre inconscient ? D'autres impacts. Si on va un tout petit peu plus loin, chaque trauma va déclencher un mode survie chez la personne à chaque fois qu'il va revivre une situation qui ressemble de près ou de loin. C'est-à-dire que le cerveau, pour nous protéger, c'est un instinct de survie, c'est que de l'amour pour nous-mêmes, mais c'est un peu too much, ça dysfonctionne un peu malheureusement. Donc on va passer en mode survie, c'est-à-dire qu'on va reprendre les ressources de base comme si on était devant un danger imminent de mort. Et donc les 3 ressources, c'est fuir, combattre ou se prostrer. Et le système va déclencher la ressource qu'il a cru bonne de déclencher la première fois qu'il a vécu le trauma. Okay. Et chaque fois qu'il va revivre une situation qui paraît ou qui a le potentiel de faire revivre la même souffrance, le cerveau va repasser en fuir, combattre ou se prostrer. C'est pour ça qu'on n'a plus de ressources du tout quand on revit une situation et qu'on ne comprend pas des fois pourquoi j'ai bugué, pourquoi je n'ai pas réagi, pourquoi je n'ai pas dit non, etc. etc. Le pourquoi, il est très simple, c'est un fonctionnement du cerveau. Ça bug, on n'y peut rien si ce n'est aller guérir ce truc-là. Donc c'est incontrôlable, ça ne sert à rien de dire mais quand même, toutes les fois où ça m'est arrivé, je réagis encore comme ça. C'est impossible de faire autrement. On est complètement soumis à ça. Et le deuxième impact, c'est ce qu'on disait, les lignes de code. Donc, par exemple, j'ai pris ma claque à 4 ans parce que j'étais trop content à mon anniversaire. Si j'accueille la charge émotionnelle, tout va bien, c'est une ressource. Si je ne l'accueille pas, c'est un trauma. Et mon cerveau va fabriquer des lignes de code. Enfin, mon système conscient et inconscient va fabriquer des lignes de code de protection. Toujours l'instinct de survie, pur amour. Il va dire joie égale claque. Claque égale non-amour. Il va dire anniversaire égale danger. J'étais ce jour-là avec mon meilleur pote. Il va dire ce meilleur pote égale danger potentiellement. Puis petit à petit, je vais de moins en moins l'aimer. Donc il va ajouter plein d'associations d'idées. Donc tout son environnement, ça peut être des objets, des odeurs, plein de choses. Et il va assimiler tout un tas d'informations sensorielles, tactiles, même mentales, conceptuelles. A égale danger, puisque j'ai pris la claque qui a déclenché mon idée de « Ah, mais je ne suis plus aimé ». Voilà. C'est ce que nous, on appelle les lignes de code ou les programmes inconscients. Et quand on a fait le jeu Claire Vision, il sert à ça.
C'est-à-dire que le géoclairvision, il vient montrer en fait des programmes inconscients, des lignes de code qui peuvent être saisies ou pas par le mental. Ah oui, ça me parle, ou pas du tout. Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est pour délier toutes ces lignes de code pour aller voir ce qui s'y joue derrière. Parce que pendant que tu parlais, en fait, j'essaye toujours de trouver des exemples. Je me souviens d'une rencontre que j'avais eue avec une personne où on avait été libéré un trauma sensoriellement et avec la méthode qu'on utilise, qui est une méthode de vie, quoi. Et pendant le trauma, pendant qu'elle me racontait, qu'elle revoyait toute la scène, elle était devant une boucherie, elle avait l'odeur, je lui demandais de se reconnecter vraiment avec tout ce qui se passait dans la scène, de la faire revivre en fait 30 ans après cette scène. Et quand on a fini ça, je lui ai dit mais en fait vous êtes végétarienne. Et elle me dit mais oui, mais comment vous le savez? Mais c'est évident. Votre trauma s'était passé devant une boucherie et elle était végétarienne depuis 30 ans. Voilà, aujourd'hui, plus du tout. Qu'importe, elle aurait pu le rester, c'est pas le problème. Mais c'est juste qu'elle avait créé, l'inconscient avait pris toutes les infos, y compris la claque qu'elle avait prise devant la boucherie. Elle n'avait pas fait le pont. Ouais, bien sûr. Moi non plus. Mais si, parce que c'était une évidence qu'il y avait une ligne liée à cette boucherie, quoi. Comme tu dis souvent, c'est des maths. C'est des maths. Oui, c'est ça, c'est exactement... Moi, la ligne de code que j'ai vue il n'y a pas très longtemps... Pour toi ? Ouais, c'est... j'ai jamais trop aimé Noël. Noël, ça n'a jamais été... à part quand les enfants étaient un peu petits, et encore, quoi, c'était quelque chose où je me forçais un peu. Enfin, voilà, je voyais bien que c'était pas super. Et des années après... ma mère me dit que en fait, sa propre mère, donc ma grand-mère, est morte le jour de Noël. Et au moment où ça a dit ça, au moment où elle me l'a dit, j'ai vu la peur, la tristesse, tout ce qui allait avec. Parce que pour ma maman, je pense que c'était pas joyeux le 25 décembre, en fait. Et dans mon inconscient, en fait, j'avais pris en charge la peine de ta mère. Cette peine-là. C'est-à-dire qu'au moment où elle me l'a dit, ça m'a rendue triste. Et en fait, je l'ai, sans m'en rendre compte, je l'ai joué pendant très, très longtemps. Donc ça, par exemple, c'est pas tout bête, mais c'est vraiment une ligne que j'ai vue, mais longtemps après. Et aujourd'hui, où Noël, je commence à apprécier. Okay. Parce que du coup, de démasquer le programme inconscient, on peut mettre du discernement dessus et de la raison, entre guillemets, mais on voit clairement que en fait, ça n'a rien à voir avec moi. Donc, il n'y a pas de but, il n'y a pas « Ah, maintenant j'aime Noël », mais au moins, vu que c'est vu, on peut en profiter plus en paix, plus consciemment. Ou pas d'ailleurs, c'est pas le problème. En tout mais cas, ça libère, ouais. La prise de conscience libère. Quoi. Et puis ça a bien enlevé l'étiquette moi, je n'aime pas Noël. Ouais. Parce que j'ai dit ça des années. Moi, je n'aime pas Noël. Sans... non, je trouve que c'est surfait, je trouve que c'est commercial. Enfin voilà, ça racontait plein d'histoires en fait. Et derrière tout ça... en fait, il y avait quelque chose. En fait, il y avait ça. Et effectivement, que ça change ou pas, ça commence. Mais effectivement, en tout cas, ça a été une vraie mise en lumière. Je comprends mieux maintenant. Ok. Est-ce que tous les traumas viennent de l'enfance ? Non. Non, pas forcément, mais on va dire que ça reste de la théorie parce que la vie est improbable et elle a des exceptions à toute règle. Mais ce qu'on constate depuis une quinzaine d'années qu'on accompagne les gens, c'est que on va dire que 95 ou 98% des traumas viennent de l'enfance. Mais qu'on peut revivre des traumas par ricochet. C'est-à-dire que j'ai un trauma sur le sujet de l'abandon. Il est possible qu'à l'âge adulte, je le revive 10 fois. Ouais, je confirme. Mais en fait, la racine, il y a de très fortes chances qu'elle soit vécue entre 0 et 7 ans. Même avant ? Même avant. Oui. Entre moins 18 et après... Voilà. Moins 18 ? Moins 18 mois. Ah, moins 18 ans. Moins ça va loin. mois pour les
théories les plus poussées. Mais bon, oui, ça peut être in utero, bien sûr, puisque les émotions de maman, voilà, ils sont pas. Le bébé n'est pas dans une caisse blindée aux émotions, pas du tout. Donc oui. Après, c'est comme si c'était une répétition de chaque expérience. Pas parce qu'on n'a pas de chance, hein. Parce que c'est un petit garçon, une petite fille en nous qui dit « Help, tu m'as toujours pas pris en charge. Tu m'as toujours pas vu, reconnu, tu n'as pas reconnu ma peine. » Et donc, les événements se répètent jusqu'au ras-le-bol à dire « Bon là, il faut que j'aille voir qu'est-ce qui se répète et qu'est-ce qui se joue et est-ce que je peux demander de l'aide. » Soit je le vois une bonne fois pour toutes et c'est terminé, soit je demande de l'aide. Mais c'est pas la vie qui est malveillante envers nous de nous accumuler des traumas ou des mauvaises expériences. C'est quand est-ce que tu vas voir que tu as vécu des peines et que ça serait pas mal de les reconnaître, quoi. Ouais, je crois que c'est Jung qui dit tant que tu n'as pas compris la leçon de l'expérience, la vie te la fait revivre, quoi. Oui, oui. Il a dit plein de super choses. Et Et pas que. Les 5% qui restent, pour moi, hein, dans les 95% entre 0 et 7 ans, et les 5%, c'est les travails de deuil. D'accord. Quand après, les gros dossiers qui peuvent arriver, où voilà, on a perdu quelqu'un, ou là, pour moi, c'est ça, les 5%. Alors, le deuil, pas forcément la mort de quelqu'un, du coup. Ça peut être le deuil... Là, si, ça parle vraiment de la mort physique. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut ne pas se souvenir de certains de nos traumas ? Oui. Et du coup, est-ce que ça a les mêmes impacts qu'un trauma dont on se souvient ? Alors, petit 1, on peut ne pas se souvenir des traumas. Notre système de survie est très fin et très doué pour ça. Et si l'expérience est vraiment insoutenable, alors c'est souvent l'ajout de l'histoire mentale. Si l'histoire tourne en boucle et que notre système mental dit non mais ça c'est impossible de vivre ça, c'est trop dur, je ne peux pas le supporter, bah, le système de la personne va l'enfouir dans l'inconscient. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus du tout accès aux souvenirs, comme si ça n'avait jamais existé. Mais d'ailleurs, très souvent en stage, il y a plein de vieux dossiers qui ressortent parce que le témoignage du groupe fait ressortir des choses. Alors, ce n'est pas une galère, hein, au contraire. Ça remonte à la surface parce qu'il y a le cadre bienveillant pour l'accueillir. Et ta deuxième question, c'était est-ce qu'il y a les mêmes impacts ? Bah, bien sûr. Qu'on s'en souvienne ou pas, le système mis en place qui va déclencher la survie, les surréactions et toutes les lignes de code limitantes sont là, qu'on se souvienne du déclencheur, c'est-à-dire l'événement originel, ou pas, ça ne change rien. C'est d'autant plus pernicieux que la personne ne sait même pas pourquoi elle bug sur certains sujets, parce qu'elle se dit non, mais moi j'ai jamais vécu de violence, par exemple, ou j'ai jamais vécu d'humiliation. Ben, consciemment, oui. Il est fort possible que dans ton histoire personnelle qui a été enfouie dans ton inconscient, il y a eu de la violence. Voilà. Et c'est un peu, pour donner un exemple, j'ai été abandonnée par mon père. Mon père est parti et ça a été terrible. Je peux oublier ça, c'est-à-dire l'enfouir. Et le corps, le système, ce qu'il va faire, c'est qu'il va d'abord amener les dossiers sur la mère, sur la sœur, sur un deuil. Enfin, il va amener les dossiers nécessaires, c'est-à-dire des petites filles derrière, hein, moi je dis tout le temps ça, des parts blessées, des empreintes. Il va amener des empreintes et quand j'ai accumulé assez de ressources, libéré assez de traumas, là il peut m'envoyer le gros dossier. Ok. Il y a... c'est des couches d'oignons, quoi. C'est des couches d'oignons, mais qui sont très, très bien faites parce que c'est pas nous qui choisissons, en fait, quel est le dossier prioritaire. Ça se fait. Dans l'histoire, c'est
À 17 ans, je perds quelqu'un, ça devient le dossier du moment. Et je vais faire ce dossier-là. Ça va se rejouer. Celui-là, ça va être vraiment une très grosse empreinte. Et une fois que celle-ci elle est libérée, et ben là, je peux revenir en arrière. C'est-à-dire, oui, mais en même temps, à 7 ans, tu l'as pris, cette claque. Et ça, je peux avoir oublié ça. Parce qu'il y a d'autres dossiers prioritaires, donc ça peut être ou les gros dossiers ou les petits dossiers pour pouvoir aller voir le gros dossier. Ça peut être la perte de son lapin quand on avait 4 ans, quoi. Bien C'est sûr. pas forcément l'abandon du père ou... Carrément pas. Même le poisson rouge, quoi. Oui. En fait, c'est facile. Moi, quand je suis en séance, je dis, mais si on fait une ligne de vie, alors vous pouvez vous amuser à le faire chez vous, hein, c'est-à-dire, vous vous mettez de 0 à l'âge que vous avez aujourd'hui, vous tracez une ligne, et puis vous mettez une petite barre. Tiens, qu'est-ce qui me vient? Le premier souvenir que j'ai. 3 ans, je suis à la maternelle et j'écris sur mon voisin. Tu vois, voilà, c'est ce qui me vient. Ok, bon, ça va, c'est assez joyeux. Rappelez la première fois où j'étais rebelle. Tiens, l'autre, et là, de quoi je me souviens? Ben là, je me suis fait engueuler par une mère parce que je ne jouais pas avec sa fille. Et là, j'ai la scène, et là, j'ai tout. Ah ben tiens, ça me remonte. Putain, j'ai des trucs qui me reviennent. Ben ça, si je l'ai encore aujourd'hui, voilà, c'est juste aller sensoriellement revoir ce que ça me fait quand j'ai vécu ça. Et voilà, là, ça me donne pourquoi ça me remonte là maintenant, pourquoi j'ai cette petite barre. Parce que cette petite barre me note à un endroit où j'ai eu un arrêt, un temps, une empreinte. Alors qu'elle soit joyeuse quand c'est la joie. D'abord, c'est très joyeux de revoir la joie sur cette ligne de vie. Et là, ça, je me souviens. Et là, c'est le trauma. Okay. Vous pouvez le faire, hein, parce que ça permet vraiment de voir quel est le dossier du moment. Ok, on va faire ça. Du coup, concrètement, comment se libérer de nos traumas? Comment procéder? Et est-ce que du coup, on peut aussi se libérer des traumas? Alors, vous avez un peu répondu, mais même si on ne s'en souvient pas. Oui. Alors, je réponds à la dernière question pour l'instant. On peut se libérer de trauma même si on n'a pas le déclencheur originel, puisque c'est la charge émotionnelle. Donc, c'est l'émotion qui cristallise dans le corps qui porte tout ça. Donc, on peut accueillir des émotions, des charges émotionnelles, même 40 ans après, sur un sujet, sans sujet, peu importe. Ça va libérer le reste. Et ensuite, l'inconscient va lâcher l'histoire qui va avec et l'événement originel. Donc, on n'a pas besoin de se souvenir. Comme quand on accompagne des gens, on n'a même pas besoin de nous, accompagnants, de savoir ce qui libère. Il peut garder tout ça secret parce qu'il se sent vulnérable d'exprimer tout ça. Donc il n'y a même pas besoin de savoir ce que c'est tout ça. D'où ça vient, l'histoire. L'histoire, ça ne sert à rien. Celui qui a la clé, c'est le corps émotionnel. Accueillir ses émotions. Au final, on n'invente rien, c'est... exprimer sa vulnérabilité, c'est-à-dire que si tu es OK avec ta vulnérabilité, tu as une émotion, tu la laisses passer, c'est tout. Tu t'écroules, tu t'effondres, tu hurles, tu cries. Sauf qu'on ne sait plus faire ça, donc du coup, la vie a inventé des thérapeutes parce qu'elle a oublié de faire ce qu'elle fait très bien dans le monde animal. Pour revenir à l'instinct primaire, c'est ça voilà, en fait. Tout simplement. Donc on est, j'espère, une race en voie de disparition, les accompagnants, les thérapeutes, les psychothérapeutes, les psychiatres, tout ça. Tout simplement parce qu'on s'est tellement coupé des émotions qu'il nous faut une béquille pour y retourner. Et je ne me rappelle plus le début de ta question. En tout cas... Est-ce qu'on peut s'en libérer? Comment s'en libérer franchement, prenez quelqu'un qui a la méthode. Hein. Non, mais oui, c'est sûr, ça fait de la pub quand on dit ça, un peu comme ça. Mais nous, on a tellement passé d'énergie, de temps à aller chercher un outil qui fonctionne. On a tellement fait ça très, très longtemps. Et il faut vraiment un accompagnant qui sait aller chercher dans le corps, de le faire revivre à la personne en toute confiance, sans peur, parce que des fois les corps tremblent, parce qu'ils revivent la charge émotionnelle. Hein, donc si ça a été figé à l'époque, ça se défige, il peut y avoir des tremblements, il peut y avoir des pleurs, il peut y avoir des nausées, enfin qu'importe. Après, des fois, il n'y a rien aussi. Hein. Oui, des fois, c'est un frisson.
c'est vraiment un accompagnant qui sache faire ça, tu sais d'ailleurs très très bien le faire, toi, Alex, hein, et qui n'a aucune faille avec ça. C'est-à-dire, on replonge la personne, on la fait revivre sensoriellement ce qui se passe. Par expérience, évidemment, si à l'époque on a été figé, du coup le corps va refiger. Donc il y a des techniques pour aller libérer tout ça. Mais ce qui est évident, c'est que ça ne passe pas ailleurs que par le corps et, j'allais dire, les deux assimilés, quoi. Moi, j'écoute l'histoire, mais c'est surtout le corps qu'on regarde. Et surtout, le corps, à la fin de la séance, il ne voit plus le souvenir. Donc, ouais, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Oui, c'est vraiment une technique qui donne la preuve à tout le monde que c'est fait. C'est-à-dire que où on n'a plus le trauma, où on a l'image et on n'a plus la sensation corporelle. Et moi, ce que je dis tout le temps, c'est vous allez me dire dans quelques semaines qu'est-ce qui a changé. C'est-à-dire que je ne les connais pas forcément, les programmes inconscients. Maintenant, à force de le faire, on commence un peu à les voir. Mais j'ai libéré un trauma. Je sais pas, sur un trauma que j'avais avec mon père qui faisait qu'à plein d'endroits, j'arrivais pas à être en couple. Et il y a une personne, elle m'appelle, elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Une fois qu'on avait libéré le trauma, elle me dit, j'ai 2 ex qui m'ont rappelé sur Facebook pour s'excuser de ce qu'ils m'avaient fait à l'époque. Enfin, un truc de fou, quoi. C'est vraiment des choses comme ça, c'est des lignes de code, parce que quand on le fait pour soi, on le fait pour l'autre, on est tous reliés. Et il y a quand votre système demande des preuves, la vie, elle vous les donne, hein. Et du coup, ça, c'est parfait parce que du coup, tu fais une super transition sur une de mes questions. C'est comment on sait qu'on est guéri d'un trauma? Comme ça. Déjà, en étant vraiment bien accompagné. Et ensuite, comment on le sait? Parce que, alors, pendant la séance, par exemple, on peut ne plus avoir d'image et ou de plus avoir de ressenti. Et comment on le sait? C'est que la prochaine fois que je vois un conflit, par exemple, hein, si c'était ça l'idée de base, la prochaine fois que je vois un conflit, en fait, il n'y a plus d'activation, c'est-à-dire le corps l'empreinte, ou elle a diminué, baissé en tension. Et là, je peux réaccueillir en disant « Oh tiens, il y a encore une part de moi, une empreinte qui a encore très très peur. » Et ça, c'est OK. Ou alors, je n'ai plus rien. Je ne réagis plus, du coup. Ça ne réagit plus. Je sais pas, ton père, il t'a mis une claque, là, tu vois ton père... et tu vois sa violence qui avant te figer, et là d'un coup comment je sais que je suis guérie, c'est le pauvre. Voilà, après oui, bien sûr. Et papa, le fait que j'ai fait ça, comment tu te sens? Ah oui, tu vois, je peux renvoyer, quoi. C'est un endroit où vraiment on n'a plus l'empreinte émotionnelle, l'activation sensorielle. Ouais, on a cette preuve là, ouais. OK. Et du coup, rapidement pour terminer, parlez-nous des stress post-traumatiques. Vous ne pouvez pas parler des traumas sans parler de ça? Parce qu'on en entend beaucoup parler un peu partout. Je ne vois pas la différence avec moi non plus. Un trauma, puisqu'on a expliqué qu'il n'y a pas d'échelle. Je ne suis pas en train de minimiser ce qu'ont vécu certaines personnes, mais il n'y a pas d'échelle. Le fonctionnement, il est ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il y a un événement. Alors, on va dire que... peut-être que... Enfin, moi, ça me fait penser... stress post-traumatique, ça me fait penser à la guerre. Et, on va dire que dans l'idée, ça serait une intensité énorme de vécu. C'est-à-dire, c'est tellement horrible que peut-être que la charge émotionnelle est plus forte. Mais en fait, c'est encore toujours pareil. Une charge émotionnelle, c'est une charge émotionnelle. Elle est grossie par le mental qui raconte que c'est inadmissible, que ça ne devrait pas exister, que c'est dégueulasse, etc. Mais le fonctionnement, il est toujours le même. Ça déclenche tout un système de survie qui va faire des surréactions, passer le cerveau en mode survie, il va nous priver de ressources, etc., etc. C'est la même histoire, en fait. Alors peut-être que, pour moi, la seule différence, on va dire, ce serait l'intensité. Mais elle n'est qu'illusion, parce que le mot maladroit de ton papa à 4 ans peut avoir autant d'impact qu'une expérience vraiment terrible en zone de guerre, par exemple. Et encore une fois, je minimise rien. Donc, voilà, ça reste la même histoire pour moi. Et pour résumer ça, en fait, tout vient de notre incapacité à accueillir les émotions, c'est-à-dire à les laisser vivre et être ressenties dans notre corps. Donc, s'il y a un truc à faire solo, seul dans son lit ou quand on marche,
C'est juste laisser notre corps vivre ce qu'il a à vivre. Abandonner, en fait, l'idée qu'on peut l'arrêter, le contrôler, fuir dans toutes sortes d'activités pour ne pas sentir ses émotions. Si vous voulez faire quelque chose pour vous, pour votre liberté, et donc celle de l'humanité, c'est laisser votre corps vivre ce qu'il a à vivre. Foutez-lui la paix. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance, il est autonome. Et laissez-le se gérer. De toute façon, ce n'est pas avec votre idée mentale que vous allez améliorer quoi que ce soit. Ça va juste ajouter des tensions et des peurs. Et du coup, faire durer le processus. Et du coup, faire durer le processus. Donc, s'il y avait une chose à faire, ce serait ça. Se foutre la paix et laisser le corps vivre ce qu'il a à vivre. Les émotions, les douleurs, les machins. Laissez-le faire ce qu'il a à faire. Ou pas. Quelque chose à ajouter? Non. J'ai vu le temps, on est bien dans le temps. Super. Pardon. Merci Orlane et merci Eric pour ce moment de partage. Merci à tous ceux qui nous suivent sur les différents réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des actualités de l'école de soi. Tout à l'heure, tu parlais du jeu, donc vous pouvez vous procurer le jeu Claire Vision et avoir des infos sur les prochains stages sur le site www.écoledesoi.com. Et les apéros-partages sont maintenant disponibles sur Spotify et YouTube. Donc merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tous. Merci. Merci.